Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, je découvre le travail de Claire-Alexis Turcot, une artiste qui sculpte avec un outil bien particulier, la tronçonneuse. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Alors, je me retrouve dans l'atelier de Claire-Alexis Turcot. Bonjour Claire-Alexis. Bonjour Alicia. Dans ton atelier ici, il y a toutes sortes de choses. Il y a du bois, il y a une scie mécanique aussi parce que tu travailles avec cet instrument. Mais avant de parler de tes sculptures, j'aimerais qu'on parle de toi. J'aimerais que tu m'expliques comment cette belle histoire pour les arts a commencé. Ça a commencé il y a très longtemps. J'ai toujours fait des arts. En fait, j'ai toujours été la petite fille artistique, là, c'est sûr. J'ai commencé par contre mes études en danse quand j'ai fini le secondaire. Surprise, je suis allée en danse et non pas en arts plastiques. Ce qui m'a amenée au cirque. J'ai été longtemps comédienne pour le Cirque Éos. Puis ces expériences de cirque et de danse, est-ce que ça a eu une influence après dans ta carrière de sculpteur? Oui, dans le fond, c'est que je me sers beaucoup de la posture pour dire des choses. C'est des choses qu'on apprend en théâtre, tout ça. Donc, si je veux, par exemple, que l'ours ait l'air triste, j'ai plusieurs moyens, en fait, dans la posture, pour lui donner l'émotion qui m'intéresse. Puis tu sculptes beaucoup d'animaux. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce que ça inspire pour toi, les animaux? J'adore les animaux. J'ai eu longtemps 3 chiens. J'aime vraiment ça. Je suis végétarienne depuis que j'ai 16 ans. Ça m'inspire beaucoup, la nature en général, mais c'est vraiment les animaux qui m'intéressent le plus. Ce que je fais le plus, c'est souvent les animaux québécois. Je suis particulièrement attirée par le renard, le lièvre et l'ours, mais j'en ai fait de toutes sortes. Claire-Alexis, une de tes particularités, c'est que tu utilises la scie mécanique pour faire tes sculptures. C'est quand même pas banal. Oui, pour moi, ça l'est un peu parce que... Pas pour moi. Parce que je connais plusieurs sculpteurs qui le font. Mais oui, j'utilise cet outil-là qui, pour le bois, est vraiment tout indiqué. Je l'utilise pas de la même façon qu'un bûcheron, évidemment, parce que j'ai toutes sortes de mouvements inattendus que je fais. Puis, c'est pas la grosse scie à chaîne. Surtout, je travaille souvent à l'intérieur. Donc, c'est une scie à chaîne électrique. Puis, c'est beaucoup plus précis. Tu amènes l'aspect de vulnérabilité dans tes œuvres. Puis, c'est là où je trouvais ça intéressant, c'est que tu utilises quand même des outils qui sont lourds pour faire tes sculptures, mais en même temps, c'est très contrasté parce qu'il y a la vulnérabilité dans tes personnages, dans les animaux. Parle-moi de ça. Oui, en fait, justement, j'aime bien le fait qu'il y ait un contraste, c'est sûr. Moi, dans le fond, je vais laisser des traces, là, ceux qui n'ont pas vu mon travail, je vais laisser des traces d'outils qui vont faire un peu comme des blessures ou des cicatrices. Je vais vraiment volontairement venir, après ça, des fois, leur fais carrément un œil au beurre noir, ou tu sais, j'essaie de les maganer un peu. C'est pour parler de tout ce qu'on a chacun, en fait, des petites cicatrices, tout ça, tu sais, j'invente rien, là, mais tu sais, c'est un peu la force démontrée, en fait. Fait qu'au lieu de les cacher, puis ça vient aussi du fait que j'étais au cirque, tu sais, il y a l'aspect maquillage et tout est beau, puis en fait, non. Fait que, tu sais, ça vient de ça vient de la vie en général, tu sais, les réseaux sociaux, tout le monde est content, tu mets pas une photo de toi en train de pleurer, sinon on me fait, hein, tu sais. Fait que là, tout le monde est beau, tout le monde est content, mais dans les faits, moi, je trouve ça intéressant aussi de savoir plus, tu sais, puis le contraste entre l'effet, le premier effet que ça fait, voir mes sculptures qui ressemblent un peu à des petites peluches, un petit animal gentil, puis là, il y a des cicatrices, puis là, tu sais, on dirait que c'est comme si ça vient comme poser des questions, puis essayer d'aller voir plus loin un peu. Donc, ça amène un petit côté réaliste aussi à la vie, à la vraie vie. En tout cas, moi, c'est sûr que c'est de ça que je veux parler. Mes sculptures ont l'air souvent un petit peu tristes. Tu sais, genre, ils sont cute, colorés, mais ils ont l'air un peu tristes. Fait que ça vient comme chercher une petite dualité, en fait, parce qu'on est souvent les deux. Tu sais, on n'est pas juste content ou juste triste. Fait que c'est ça le... On vit les deux émotions d'un côté et de l'autre. Ben écoute, tu m'as dit que tu allais me faire essayer la tronçonneuse, puis je sais pas si je suis bonne parce que j'ai jamais manié de tronçonneuse de ma vie, mais je vais l'essayer pour la première fois avec toi. Ouais, il y a une première fois à tout, puis tu vas voir, ça va bien aller. Là, j'ai toutes sortes de protections, puis j'ai des petits trucs. Je me sens en sécurité.
Je m'appelle Guillaume Sénéchal. Je suis chef de l'exploitation chez Rocky Mountain, ici à Saint-Georges. Je touche à plusieurs choses, mais toujours dans le but ultime que tout ça s'aligne pour faire les meilleurs vélos. Au Québec particulièrement, il y a un retour au vélo de montagne qui s'effectue d'une manière très marquée. Les gens redécouvrent le plaisir de rouler en nature, sans voiture et en plein air. On a une longue historique en Europe, aux États-Unis aussi évidemment. On est fort en Australie, comme je dis, une cinquantaine de pays où la marque rayonne et c'est en croissance. Le siège social de Rocky Mountain est à Saint-Georges-de-Beauce. Notre recherche et développement pour l'électrique est à Saint-Georges-de-Beauce. Il a été créé ici. On a travaillé et on travaille encore avec un partenaire qui s'appelle PowerCycle. Les deux qui font un tout pour donner une expérience de conduite optimale. On ajuste autant le système que le vélo pour faire la combinaison parfaite. Fait que c'est unique à Rocky Mountain, puis c'est la clé en fait de notre succès, puis ce qui fait qu'un Rocky Mountain est un Rocky Mountain. Le vélo de montagne électrique qui est apparu il y a quand même plusieurs années en Europe, mais ici qui était comme pas vraiment présent. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un sport, on se fatigue. Si on prend une grosse montée, bien, ce que le moteur va faire en fait, c'est me donner l'impression que la pente est moins abrupte. Et je vais pouvoir la monter et je vais avoir le sourire en montant en plus. C'est pas contradictoire au vélo de montagne, c'est une autre version du sport. Des gens qui, pour le week-end, ce qu'ils aiment, c'est aller se balader dans le sentier et que ça leur permet finalement d'en faire plus longtemps et de redécouvrir le plaisir et pas se dire, ben j'irai pas aujourd'hui, je pense que je serais pas capable, ou ces gens-là avec qui veulent m'emmener en vélo, je pourrais pas les suivre. Ça fait en sorte que les gens qui ont un vélo de montagne électrique se trouvent, s'ils en faisaient pas beaucoup avant, se trouvent à en faire beaucoup plus. On remplit la batterie. On va faire notre randonnée et avec une batterie de 720 Wh, je peux vous dire que souvent, c'est l'humain qui se fatigue avant le vélo. Et au retour, on branche notre vélo et en moins de 2 heures à 4, dépendamment, on est prêt à repartir. T'sais, on se bat contre des géants, là. Nos compétiteurs sont des géants. Puis pour nous, à la taille qu'on est, pour pouvoir se démarquer sur le marché mondial, il faut faire les meilleurs produits, là, définitivement. C'est ce qui fait qu'on prend notre place puis qu'on réussit à faire rayonner la marque puis à croître de plus en plus. Fait qu'en fait, je pense que c'est l'esprit Beauceron. Puis malgré, bon, je suis pas Beauceron, mais ça fait longtemps que je travaille en Beauce. Puis tout le monde a à cœur de ça. Finalement, ça se reflète dans tout ce qu'on fait dans l'entreprise. Le monde veut le gagner. Et ce sentiment-là fait que, ben, tu sais, on peut gagner contre n'importe qui dans le monde. Puis c'est ce qui se passe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le vélo est accessible à tous. Les gens vont voir les vidéos, vont dire « Moi, je pourrais jamais faire ça ». Il y a des pistes de tous les niveaux. C'est le même principe avec le ski alpin. On peut commencer comme débutant. Et une bonne approche, oui, c'est d'aller à un endroit où on peut faire de la location de vélo. Puis là, les gens vont se retrouver dans un sentier qui est accessible à eux, avec un bon vélo. Et là, ils vont être les juges. Puis dans la très, très grande majorité des cas, les gens sont comme « Wow! » C'est vraiment ce qui se passe. Puis quand on rajoute l'aspect électrique au-dessus, bien là, je dirais que c'est un double wow. Puis on voit énormément de familles dans les sentiers. Donc, c'est quelque chose qui se développe de manière familiale. Fait que ça crée des adeptes du sport qui vont l'être toute leur vie. C'est pour ça que je recommande fortement de l'essayer et peut-être de découvrir une nouvelle passion comme plusieurs d'entre nous l'ont fait. Bonjour, mon nom est Marie-Jacques, je suis artiste peintre, je peins à l'acrylique, à l'huile, je fais aussi beaucoup de photographie, du dessin et on se trouve présentement à la Galerie d'art de Sainte-Marie pour mon exposition Mémoire de Baroudeuse.
Mémoire de baroudeuse, c'est baroudeuse pour aimer l'aventure. Donc, c'est vraiment une exposition d'une série qui est inspirée des voyages que je fais dans le monde. Donc, ce qu'on retrouve dans cette série-là, c'est vraiment un tour du monde, des beautés qu'on retrouve dans le monde, des beautés architecturales, des beautés matérielles, la richesse des pays. Donc, c'est vraiment une série qui est axée sur le beau qui nous entoure, le beau dans le monde. Choisir entre créer et voyager, c'est à peu près impossible pour moi. C'est vraiment un tout. Je me nomme artiste globe-trotteur par plaisir, mais c'est vraiment une réalité. En fait, un ne va pas sans l'autre. Pour moi, c'est vraiment mes deux grandes passions. Je suis artiste assez autodidacte dans ma carrière. J'ai commencé très jeune des formations en peinture à l'huile à Québec. Par la suite, j'ai continué, j'avais entamé un DEC en arts plastiques au Cégep de Sainte-Foy. Je suis arrivée en Beauce en 2010 et à partir de là, j'ai décidé de m'impliquer dans les arts, dans le domaine des arts. Donc, je suis allée voir le regroupement Artistes et artisans de Beauce, dont je suis devenue membre là, dès mon arrivée. Quand je suis arrivée en Beauce, j'ai quand même découvert un univers artistique qui était très intéressant et des artistes aussi très sympathiques, chaleureux, qui m'ont vraiment accueillie. Donc, c'est vraiment une grande famille artistique qu'on a ici en Beauce. Je fais beaucoup de photographie, donc c'est vraiment une autre de mes passions. Là. Je fais la photo sur place et une fois de retour dans mon atelier, j'utilise la photographie comme outil pour créer de nouvelles compositions. Oui, c'est de l'art figuratif, mais c'est vraiment un mélange de souvenirs, un mélange de sensations, d'émotions vécues en voyage. Et ça va être cette composition-là, finalement, que je vais créer à partir de photos, mais aussi à partir de mes souvenirs. J'aime beaucoup en voyage acheter, rapporter des créations artisanales d'ailleurs. Donc, j'en ai apporté pour l'exposition parce que je trouvais que ça rajoutait encore là un petit plus sur la découverte des pays que je présente, les beaux côtés de ces pays-là, leur richesse. C'est ce que je rapporte de voyage, c'est de la création artisanale. En 2017, je suis partie en voyage solo au Myanmar, en Birmanie. Donc, c'est vraiment un voyage là, que j'avais décidé de faire, un voyage d'1 mois. J'avais beaucoup d'appréhension. C'était mon premier voyage en Asie. Puis réellement, j'ai découvert un peuple incroyable, des richesses de ce pays-là que j'avais envie de vous partager dans cette exposition-là. Mais réellement, ce que je voulais vous faire voir, c'est vraiment les beautés du Myanmar, tout ce qui est beau de ce pays-là. Donc, on entend beaucoup parler des choses plus négatives, des choses malheureuses qui se passent dans ce beau pays-là. Mais moi, ce que je vous livre ici, c'est vraiment une infime partie de tout ce qu'on peut découvrir de magnifique en Birmanie. Les 2 dernières œuvres que j'ai créées, en fait, qui font partie de cette exposition-là, sont vraiment basées sur l'état d'âme que je vis actuellement, de devoir attendre pour repartir en voyage. Donc, c'est vraiment des positions d'attente, de regard vers le loin, de regard vers le prochain voyage, la prochaine aventure. Mais c'est vraiment un état d'âme sur la situation actuelle. Je pense que quand on part dans un pays comme ça qui est différent du nôtre, et même dans un pays semblable au nôtre, je pense qu'il faut laisser nos craintes de côté. Il faut foncer, oui, avec certaines mesures de sécurité. On a nos points de vigilance qu'on connaît, mais après, il faut faire confiance et avancer sans crainte. Et c'est là qu'on va vivre les plus belles expériences. Bon, fait que là, on est rendu au moment où on va faire la scie. Fait que première partie de ça, c'est se protéger. Bon, pas la tête, mais le brin de scie, ça revole, tu vas voir, là, partout. Après ça, évidemment, protéger un peu tes vêtements. Je te prête la tuque, la vraie veste de veste, les pantalons, les super chaps. Ensuite, ben, les gants, les oreilles, masque, puis les lunettes. Tadam! Je vais aller chercher la scie, je viens de me rendre compte que je ne l'avais pas sortie. Ah oui, hein, ça va être aussi important à voir. Un peu d'huile. Alors, je t'explique. Premièrement, on vérifie dans le vide, est-ce qu'elle marche?
elle marche très bien. Fait que ça fait un bruit de gros séchoir à cheveux. Puis à noter que je prends l'avion, moi, avec ces scies à chaîne-là. Hein. C'est vrai? Mais dans en bagage à main. Alors là, c'est sûr que c'est une sculpture qui est quand même assez avancée, fait que je vais pas y aller avec une grosse coupe, mais tu sais, je vais me promener que tu vas comprendre un peu qu'est-ce qui s'offre à nous. Par exemple, si je veux couper une partie, mettons, je vais enlever une tranche ici. Donc, je peux couper, mais je peux aussi seulement frotter. Alors, est-ce que tu aimerais couper un bout d'oreille? Oui, j'aimerais ça. Ah, imagine! Je n'ai peur de rien, voyez? Fait que dans le fond, on va s'installer pour que tu puisses couper son oreille. Je veux dire, c'est pas si lourd, mais c'est pas si léger comme instrument, parce que je t'imagine faire ça, là. Tu sais, je veux dire, juste de mettre comme ça à hauteur de l'épaule, là, c'est quand même lourd. Oui. Bien, en fait, au départ, là, les premières années où j'ai commencé la scie, j'étais avec une amie, on faisait ça, puis on s'était fait faire carrément un programme d'entraînement, là, parce que c'est sûr. C'est pas des muscles, épaules, en plus, c'est les épaules, les avant-bras, souvent, t'es placé comme ça. Mais à savoir que le poids de la scie, je pense, c'est 12 livres à peu près, ça. Mais dès que tu touches au bois, en général, le bois va prendre une partie du poids. Tu sais, comme ça, là, c'est quelques instants. Ouais. Dès que tu vas déposer, ça va t'aider. Okay. Excellent! Ah, mais là, tu vois, j'ai fait une petite coche sur la tête. Ah, c'est ça, le danger. Voilà. Ouais. Les experts. Non, mais ça s'est vraiment bien passé. Attends, je vais enlever mes oreilles, j'ai de la misère à t'entendre. Ça s'est bien passé. Ouais. Non, mais c'est quand même... Je me rends compte que... avec l'épaule comme ça, c'est lourd. Après, tu sais, je trouve que c'est quand même facile à manier pour, justement, de cette façon-là. Oui. Mais de lever ça comme ça, là, c'est quelque chose. Comme je disais tout à l'heure, moi, je fais peut-être 80% à la scie. Mais après ça, j'utilise différents outils, mais dont les outils à bois là, de sculpture, le plus traditionnel, ça s'appelle des gouges. Puis après, on peut venir vraiment chercher avec le maillet ou pas, là, ça dépend vraiment. Ça dépend, là, je sais pas de comment il a été aiguisé la dernière fois, puis par qui. C'est par moi, évidemment, mais... Ça, c'est plus pour aller travailler les détails? Oui, dans le fond... il manque un outil là, que je pourrais vous montrer qui est entre les deux normalement. C'est un disque pour le bois. C'est 3 dents, en fait, au carbone. Carbone. Puis c'est ultra dur. En fait, ça vient vraiment gruger, en fait, le bois. Puis ça déchire le bois aussi, ce qui fait que ça va, dans mon cas, venir chercher un aspect poil aussi. Fait que, je vais garder souvent des secteurs de la sculpture avec cet outil-là que j'adore. Puis après ça, je viens utiliser les ciseaux à bois, là. Puis quand tu as terminé ta sculpture, après, tu le peins? Oui, maintenant, toutes mes sculptures, je les peins. En général, là, je vais venir commencer par mettre le fond de la sculpture toute noire. Puis ça va rentrer dans toutes les craques, comme je disais, les cicatrices, tout ça, dans toutes les petites craques de bois. Puis après ça, je vais venir, en fait, avec un pinceau plus sec, on va dire, je viens faire ressortir finalement toutes les textures qui ont été cachées. Mais le moment noir est vraiment pas apprécié. En général, quand je travaille devant le public, là, tout le monde pense que je suis folle, parce que je passe d'une belle sculpture en bois, puis là, je mets ça noir, puis on dirait que la sculpture, on dirait qu'elle disparaît. Puis après ça, elle réapparaît avec différentes couleurs. Fait que... Merci en tout cas, Claire-Alexis. Tu m'as fait vivre ma première expérience de tronçonneuse à vie. Puis j'ai bien aimé ça. J'ai trouvé ça quand même le fun à vivre aussi, là, à manier. Donc, oui, mais c'est pour ça. Ah, ben ça me fait plaisir. Écoute, c'est agréable, puis ça s'est bien passé. Pas de bobo. Tu étais bien protégée. Puis on est allé dans des trucs safe. Puis je suis très contente. Je vais garder l'oreille dans cet angle-là. Hey, je vais avoir mis ma petite part dans cet animal. Merci. Ça fait plaisir. Merci.